médias libres, de vrais journalistes, pas de propagandistes. Nanana, nanana. Alors, tout à l'heure, là, j'ai vu des fenêtres qu'on nous prenait en photo. Au lieu de nous prendre en photo, prenez de la graine de chia. Alors, dans la série des mensonges et de tout ce qu'on ne nous dit pas, ben moi, j'avais envie de faire un zoom sur le scandale des années... des armées, pardon. Le scandale des armées secrètes de l'OTAN. Bon, c'est un sujet chaud, je vais me mettre là derrière. Et je vous lis. On ne sait jamais, hein. Ouais, franchement, ça valait le coup de faire un zoom là, sur ce sujet, puisque un certain monsieur suisse, Daniel Ganser, a dédié tout un livre dessus. J'y vais, c'est parti. Début des années 50, à la fin des années 80, pendant la guerre froide, l'Europe a été le théâtre d'une guerre secrète meurtrière. On a beaucoup parlé de terrorisme d'extrême gauche en Italie, en Allemagne, en France et en Belgique. Ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un terrorisme d'extrême droite tout aussi violent. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il a été notamment instrumentalisé par les États-Unis, l'OTAN et les membres influents des États démocratiques européens. Le 24 octobre 90, devant les élus de la nation italienne, Giulio Andreotti, l'ancien chef de gouvernement, révèle au monde entier l'existence d'une armée secrète européenne placée sous commandement de l'OTAN et des États-Unis. Cette armée serait responsable de manipulation, d'assassinats et d'attentats. Selon M. Andreotti, l'armée secrète agissait avec l'approbation des États ou du moins d'une partie des élites gouvernantes. En révélant ainsi l'existence de ce réseau d'agents, il déclenche l'un des plus gros scandales politico-militaires de la fin du XXe siècle. L'histoire des armées secrètes débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis pour faire face à la menace soviétique. L'Europe, avec les États-Unis, se dote d'une alliance militaire. Une dizaine de pays créent l'OTAN. En avril 1949, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord installe son siège à Paris. Il crée dans toute l'Europe une armée secrète appelée Stay Behind. Son objectif est de mener une guerre de résistance à l'intérieur de chaque pays en cas d'invasion soviétique. Ouh, les soviétiques. Attendez, ça vient. Vérité, justice. On continue. Le travail de l'historien suisse Daniel Ganser, qui a passé 7 ans à enquêter sur cette armée secrète, a permis de prouver que les États-Unis en étaient les maîtres d'œuvre. Ces recherches ont mis à jour le rôle secret de l'OTAN comme cheville ouvrière de ce réseau dans les années 50. L'OTAN, la CIA et le MI6. Les services secrets britanniques ont commencé à expliquer aux différents pays membres de l'Alliance, tels que l'Italie, l'Allemagne, la France et la Norvège, la nature du danger que représentait le communisme venant de l'extérieur avec l'Union soviétique, mais aussi le danger du communisme à l'intérieur de chaque pays. Bon, maintenant on sait qu'ils sont les menteurs. C'est bon, c'est clair. C'est dans les archives de la Stasi que l'historien Daniel Ganser fait une découverte de taille, un document daté de 1984 qui évoque l'armée secrète. Il existe alors en Europe de l'Ouest une structure composée d'agents secrets qui se nomme Stay By and They Have So Called. Ces agents secrets ont pour mission de devenir actifs en cas de conflit dans le pacte de Varsovie et l'OTAN. Les relations des États-Unis avec ces armées secrètes remontent à la période de la Seconde Guerre mondiale en 1944, quand l'armée américaine occupait l'Italie. Il y avait un officier, James Angleton, qui dirigeait les services secrets avant de devenir l'un des responsables de la CIA. Cet homme avait d'abord reçu l'ordre de démasquer et de liquider tous les groupes de résistance, puis s'est lancé dans le recrutement massif de tous les fascistes pour lutter contre l'Union soviétique. C'est comme cela que ça a commencé en Italie, puis par ailleurs. À l'époque, comme aujourd'hui, l'OTAN est dominée par les États-Unis, donc à travers l'OTAN, les États-Unis ont créé une structure militaire qui leur a permis de contrôler l'Europe de l'Ouest. C'était l'idée de départ. Il s'agissait de protéger l'Europe de l'Ouest, mais aussi de contrôler, en plus du siège de l'OTAN à Paris, le pays abrite plusieurs bases américaines.
la CIA dirigée par Alain Delos y mène toute la lutte anticommuniste en 1958. Lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, il se rend compte que le pays est littéralement sous la coupe des Américains. Pendant quelques années, Constantin Metternich, alors coordinateur des services de renseignement auprès du Premier ministre Michel Debré, de 1959 à 1962, a bien connu les pratiques de la CIA et de l'OTAN. Il est un témoin exceptionnel de la guerre froide, homme de l'ombre, haut stratège du renseignement, il a œuvré pendant un demi-siècle. Alors que la France est en pleine escalade militaire en Algérie, une guerre qui fait vaciller les institutions de la 4e République sur fond de contestation politique contre une guerre coloniale. Des dizaines de milliers de jeunes appelés français sont envoyés pour combattre les indépendantistes algériens. Pour ramener l'ordre dans le pays, le général de Gaulle fonde la 5e République et conduit l'Algérie vers l'indépendance. Une décision politique qui mène pour un temps la France au bord de la guerre civile. C'est alors que se crée une résistance intérieure. Il s'agit d'une armée secrète. Elle est en partie composée de parachutistes. Ils sont basés près d'Orléans, en Corse, et à Collioure, près de la frontière espagnole. Ils sont placés sous commandement militaire français. Ces hommes dérapent alors en pleine guerre d'Algérie le 20 avril 1961. Les officiers de l'armée secrète vont intervenir sur la scène politique et militaire française et leur action va mettre en danger la 5e République. Des généraux font un putsch à Alger contre l'indépendance de l'Algérie. Ils vont tenir du 21 au 26 avril 1961 grâce au soutien de la CIA. Mais avec l'appel au calme du général de Gaulle le 23 avril 1961, l'insurrection perd de sa force et le 26 avril 1961, tout rentre dans l'ordre. Les généraux sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. À coup d'attentat, cette organisation tente de garder à tout prix l'Algérie française. Ils seront aussi arrêtés et condamnés. Les hommes de ce réseau français seront pardonnés par de Gaulle. En parallèle, il y avait une autre armée secrète de l'OTAN. Qui en étaient les membres? Comment fonctionnait-il? Nous ne savons encore rien à ce jour, après le putsch d'Alger, les attaques de l'OAS, l'ingérence américaine dans les affaires françaises devient intolérable. C'est cette politique intrusive de l'OTAN et des États-Unis qui conduit finalement le général de Gaulle à prendre une décision irrévocable en octobre 1966. La France quitte l'OTAN. Le siège de l'Alliance militaire atlantique déménage à Bruxelles et ce réseau secret est installé dans tout le reste de l'Europe. Cependant, l'OTAN disposait aussi d'un réseau secret dans les pays neutres d'Europe, en Suisse, depuis la fin des années 60. Ce réseau aurait fait partie de la structure de l'OTAN. Des hommes étaient pris en charge par des services secrets britanniques qui les formaient au maniement des armes et aux actions de sabotage. Témoignage de l'un de ses instructeurs. On faisait de l'instruction sur le terrain, de l'instruction aux armes ou de l'instruction de parachutage. Tous ces agents secrets étaient entraînés continuellement. Ils faisaient entre 3 et 4 stages de formation chaque année pour communiquer entre eux et faire passer les ordres de l'OTAN. Cependant, la révélation de l'existence d'une armée secrète a fait scandale en Suisse. Une commission d'enquête parlementaire a tenté de faire la lumière sur ces mécanismes. Les Américains voulaient des hommes prêts à tout contre le communisme dans l'Allemagne et l'Italie d'après-guerre. Ces hommes étaient avant tout des nazis et des fascistes convaincus, mais il y avait aussi des mercenaires franquistes, des agents de la CIA, dépendant d'une armée secrète se nommant Gladio. Le glaive désigne le réseau italien des Stay Behind. En Allemagne, là j'avance un peu dans le temps, en Allemagne, Helmut Schmidt, membre du Parti socialiste-démocrate, SPD, est au pouvoir depuis 6 ans. Il est accusé par son principal adversaire, l'ultra-conservateur Joseph Strauss, d'être un chancelier faible face au terrorisme de gauche. Ce soir du 26 septembre 1980, des milliers de badauds célèbrent le centenaire de la fête de la bière à Munich. C'est le moment que choisit Gundolf Kohler, un jeune homme de 21 ans, pour actionner une bombe artisanale. Le bilan est terrible. Cet attentat marque profondément l'opinion publique allemande.
De cet attentat effroyable de Munich, très rapidement, les autorités découvrent qu'il y a des liens entre Gundolf Köhler et l'extrême droite, mais aussi des liens avec un groupe paramilitaire néo-nazi appelé Milice Hoffmann. Mais après quelques jours d'enquête, la police conclut à l'acte suicidaire d'un jeune homme solitaire et désespéré. Or, il s'agit d'une vaste manipulation basée sur une hypothèse non vérifiée. Ça rappelle des choses. Comment peut-on présenter un homme comme un solitaire alors qu'il est musicien? Il joue de la batterie dans un groupe, il fait deux fois par semaine des répétitions, il venait de passer une annonce pour trouver un nouveau groupe. Cependant, un enquêteur a repris toutes les bases des investigations menées par la police bavaroise. Le travail a été bâclé et les témoignages les plus intéressants concernant Gundolf Köhler ont été écartés. Un an après l'attentat terroriste, la police tombe sur une information de taille qui renforce pourtant la thèse des liens avec l'extrême droite, qui entretient des relations avec le réseau secret de l'OTAN et avec l'armée secrète allemande. Nous savons aujourd'hui que pendant la guerre froide, tous les services secrets ont fait des choses abominables. Il y avait eu un pacte de silence d'une partie de la classe politique allemande. L'historien suisse a découvert l'explication dans un document clé. Il s'agit d'un accord passé dans le cadre de l'OTAN entre les services secrets italiens et la CIA en vue de la création d'une armée secrète dans ce pays. Ces réseaux sont mobilisés pour surveiller de près les activités de leurs ennemis communistes et socialistes. À l'époque de la guerre froide et jusqu'au moment où la nature de la menace a commencé à changer, la quasi-totalité de nos moyens est axée vers le contre-espionnage. Notre enquête nous conduit en Belgique. Depuis le retrait de la France, en 1966, le siège de l'OTAN est dans ce pays. Un pays stratégique pour les États-Unis et les membres de l'Alliance Atlantique. À la fin des années 70, la gauche revient au pouvoir. L'OTAN et les États-Unis imposent à la Belgique l'installation de missiles nucléaires sur son territoire. Les missiles Pershing suscitent immédiatement un rejet massif de la population. À la même époque se produit une série de faits violents qui déstabilisent profondément la Belgique, notamment une série d'attentats encore inexpliqués à ce jour. De 82 à 85, une bande armée assassine de sang-froid une trentaine de personnes et en blesse plusieurs dizaines d'autres dont le mode opératoire est toujours identique. Les tueurs débarquent dans l'une des chaînes de supermarchés belges. Ils ouvrent le feu à l'aveugle sur des gens qui font leurs courses. Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes sans résultat pour le moment. L'une d'elles est plus particulièrement fouillée depuis des années, celle s'inscrivant dans le cadre d'une manipulation des armées secrètes de l'OTAN avec la complicité de certaines autorités de l'État belge. Cette stratégie a eu un impact dans le monde politique car il visait en fait à rendre toute alternance politique impossible. Bon, voilà, c'est toutes ces choses-là que nous, on a besoin de savoir. Vérité, justice. Pour compléter ce que vient de dire Karina, pour ceux qui n'auraient pas suivi Sylvie Charles, elle nous informe que l'Eurogène fort, qu'on croyait sous la coupe de l'Union européenne, est en fait sous la coupe de l'OTAN. Voilà.